distinction de couleur, aucune indemnité n'était accordée aux esclavagistes à l'époque. Cette abolition, dont Patrick Serre a parlé, de 1794, a été imposée par la révolte, bien évidemment, des hommes, des femmes et des enfants noirs. Il s'agit d'un acte d'abolition qui honore la République et qui fixe les principes fondateurs de notre République. L'abolition de l'esclavage, vous le savez, est un des acquis les plus significatifs de la Révolution et figure de ce fait au nombre des valeurs les plus sacrées de la France. C'est un événement fondamental qui universalisait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour qu'il ne soit effacé, qu'il ne soit pas effacé de la mémoire nationale et qui mérite d'être célébré. C'est pourquoi notre association Mémoire et Partage organise cette journée commémorative, renouant avec cette tradition républicaine. C'est vrai que le calendrier officiel français, c'est à partir du 10 mai prochain qu'on aura la journée nationale, mais nous sommes pris par beaucoup d'autres événements partout dans notre réseau, ce qui fait que nous sommes ici. Il est donc important de se rassembler une fois de plus ce samedi 4 mai, et encore plus ici à Bayonne, dont la participation à ce funeste commerce a été rappelée par Olivier Allemand. Mais c'est une participation, c'est vrai, qui est moins connue que celle d'autres ports de la façade atlantique française. Pendant plus de 14 siècles, rappelons-nous que ce crime contre l'humanité extermina des dizaines de millions de Noirs victimes de la traite et de l'esclavage. Car pour être tout à fait juste, nous savons que la traite des Noirs et l'esclavage n'est pas qu'une histoire transatlantique occidentale. Il y a eu la traite et l'esclavage arabo-musulman qui a duré du 7e au 20e siècle. Pour nous, néo-aquitains, ce furent plus de 1000 expéditions d'armateurs en commerce triangulaire, les 500 de Bordeaux, bien évidemment, les 400 de La Rochelle, la vingtaine de Bayonne dont vous avez parlé, monsieur Allemand, ainsi que la dizaine de Rochefort. Nous avons donc 4 ports qui ont été la porte d'entrée et la porte de sortie du Royaume de France pendant cette époque de l'esclavage colonial. C'est un peu plus de 400 000 Africains qui ont été déportés, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés en Amérique, compte n'étant bien évidemment pas tenu de ceux et de celles qui périssaient dans les conditions terribles de la traversée. Ces enfants, ces femmes et ces hommes déracinés, maltraités, terrifiés, confinés dans de sortes cales de bateaux, dans des plantations, véritables camps de concentration et d'extermination, trouvèrent pourtant des ressources morales et physiques de résister. C'est donc pour célébrer, c'est vrai, et réhabiliter à la fois ces combats des esclaves eux-mêmes, mais aussi celui des femmes et des hommes blancs, ici même en France, qui pendant la Révolution, à contre-courant souvent, et souvent minoritaires, se sont dressés contre l'esclavage des Noirs. Je veux parler de l'abbé Grégoire, je veux parler de Condorcet. Nombreux ont été les députés à la Convention qui, lors de la Révolution française, étaient debout contre cette ignominie de l'esclavage. En rentrant donc dans ce mois de mai, des mémoires de l'esclavage en France, nous souhaitons, par cet événement, ressentir, garder en mémoire et partager le sort des millions de personnes que nos appétits occidentaux continuent de plonger dans de multiples confinements sociaux, politiques, économiques et environnementaux. Et quoi de mieux que la mémoire de nos combats pour y puiser ce qu'Aimé Césaire appelait les armes miraculeuses. Alors, malgré la sinistrose ambiante, il s'agit de tenir ferme nos appétits, de dialogue, de vigilance et de fraternité. Car il ne s'agit pas de faire le procès d'une époque, le procès anachronique d'une époque, plutôt de comprendre comment, selon la romancière Anne-Marie Garac, dans son livre Humeur noire, je la cite, comment une société se pense et agit, comment les mentalités opèrent sur les esprits et dictent les représentations. Enfin, comment, à l'instar du banquier anglais, le négrier bordelais ou bayonnais peut revêtir ses plus beaux atours, s'entourer de Marine, lire Rousseau et Diderot et se dédouaner des réalités ignobles de son business, sans laver les mains tout en faisant fructifier son capital dans les plantations désormais siennes aux Antilles. Parce que cette histoire n'est ni une parenthèse, ni un fait divers, il importe d'en faire la pédagogie par une initiative d'éducation populaire et de remobilisation autour de l'histoire et de la mémoire. C'est en cela que Mémoire et Partage veut s'inscrire, veut s'ancrer dans le présent, veut influer sur l'avenir. Oui, chers amis, la connaissance de son histoire est bien le rétroviseur de celui qui conduit, indispensable pour éviter les accidents tragiques qui malheureusement se reproduisent régulièrement. Bien au-delà de la victimisation et de la culpabilisation, le travail mémoriel concourt à son niveau, à éviter les fantasmes liés au non-dit, à permettre à tous d'accepter son histoire lucidement, sereinement, de manière apaisée, puisque la culpabilité n'est pas héréditaire. Car pour se réconcilier avec le présent, avec le vivant, il faut en finir avec les forteresses érigées sur le concassage des êtres, des choses et des rêves, les transformant en matière et en énergie brute. Ce processus que nous savons issu du colonialisme
nous conduit au suicide mondialisé par la démesure de la pulsion autodestructrice du capitalisme. Ici, aucune repentance n'est requise. Bien plus urgent, impératif parce que vital, de penser, inventer, expérimenter de nouvelles formes de relations humaines, de travailler à une révision de l'histoire esclavagiste, coloniale et raciste comme affaire commune, d'en admettre les conséquences et les perspectives. Nous sommes donc très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. Nous vous invitons à présent à une minute de silence en mémoire des victimes de l'esclavage et de la traite des Noirs.